Agatha Christie. Les enquêtes de Miss Marple. Le club du mardi. Des mystères jamais éclaircis. Raymond West exhala une bouffée de fumée et répéta avec un plaisir non dissimulé « Des mystères jamais éclaircis ». Il regarda autour de lui avec satisfaction. La pièce avait un cachet ancien, avec de grosses poutres foncées au plafond et de bons vieux meubles en harmonie avec elle. D'où le coup d'œil approbateur de Raymond West. Écrivain de profession, il aimait que l'environnement soit sans défaut. La maison de sa tante Jane lui avait toujours plu parce qu'elle était le juste décor que réclamait sa personnalité. Elle était assise, très droite, dans un fauteuil de grand-père de l'autre côté de la cheminée. Miss Marple portait une robe de brocart noir très cintrée, avec de la dentelle de Malines tombant en cascade sur sa poitrine et des mitaines de dentelle noire. Une mantille de dentelle noire surmontait ses cheveux blancs comme neige relevés en chignon. Elle tricotait quelque chose de blanc, de doux et de floconneux. De ses yeux bleus très pâles, elle observait avec une aimable bienveillance son neveu et les invités du neveu. D'abord Raymond lui-même, réservé et distingué, puis Joyce Lamprière, l'artiste aux cheveux noirs et courts, et aux yeux d'un bizarre vert noisette. Enfin, ce parfait homme du monde qu'était Sir Henry Clithering. Il y avait encore 2 personnes présentes, le révérend Pender, le vieux pasteur de la paroisse, et Mr. Petherick, le notaire, un petit bonhomme desséché qui regardait tout par-dessus ses lunettes. Après avoir accordé un instant d'attention à ces différentes personnes, Miss Marple retourna avec un gentil sourire à son tricot. Mr. Petherick toussota, comme il le faisait toujours avant de parler. « Que disiez-vous, Raymond, des mystères jamais éclaircis? Eh bien, qu'entendez-vous par là ?»« Oh, rien du tout, » répliqua Joyce Lamprière. « Ce que Raymond aime, c'est le bruit des mots et s'entendre les prononcer. » Raymond West lui jeta un regard de reproche, ce qui la fit beaucoup rire. « C'est un fumiste, n'est-ce pas, Miss Marple? Vous le savez bien, vous aussi. » Pour toute réponse, Miss Marple lui adressa un sourire angélique. « La vie elle-même est un mystère qui n'a jamais été éclairci, » déclara sentencieusement le pasteur. Raymond se redressa dans son fauteuil et jeta d'un geste impulsif sa cigarette dans le feu. « Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je ne parlais pas de philosophie, je pensais à des événements précis et prosaïques, à des choses qui sont arrivées et que personne n'a jamais pu expliquer. »« Je vois très bien ce que tu veux dire, » dit Miss Marple. « Par exemple, hier matin, il est arrivé quelque chose d'étrange à Mrs. Cureter's. Elle avait acheté des calamars chez Elliott. Elle est entrée ensuite dans 2 autres boutiques et quand elle s'est retrouvée chez elle, elle s'était aperçue qu'elle n'avait plus ses calamars. Elle est retournée dans 2 des boutiques où elle était allée, mais ses calamars avaient complètement disparu. Cela me paraît très curieux. »« C'est la bouteille à l'encre, » déclara gravement Sir Henry Clithering. « Évidemment, il y a bien des explications possibles, poursuivit Miss Marple, les joues roses d'excitation. Par exemple, quelqu'un d'autre. »« Ma chère tante, » dit Raymond West amusé, « je ne songeais pas à ce genre d'incidents locaux. Je pensais à des meurtres, à des disparitions, au genre d'histoire que Sir Henry pourrait nous raconter pendant des heures s'il le voulait. »« Je ne parle jamais boutique, » repartit avec modestie Sir Henry. « Non, je ne parle jamais boutique. » Sir Henry Clithering avait été superintendant à Scotland Yard jusqu'à une date toute récente. « J'imagine que bon nombre de meurtres et de mystères ne sont jamais résolus par la police, » dit Joyce Lamprière. « C'est un fait reconnu, je crois, » déclara M. Petherick. « Mais je me demande, » reprit Raymond West, « quel genre d'esprit est le plus apte à démêler un mystère? On ne peut se défendre de l'idée que le policier moyen est limité par son manque d'imagination. »« C'est un point de vue de profane, » rétorqua Sir Henry. « Ce qu'il faut, c'est une commission d'experts, » dit Joyce en souriant. « La psychologie et l'imagination appartiennent à l'écrivain. » Elle s'inclina ironiquement devant Raymond, qui resta imperturbable. « L'exercice littéraire vous amène à sonder la nature humaine, » déclara-t-il gravement. « Voir à dévoiler des mobiles qui échappent peut-être au commun des mortels ? »
Mon cher Raymond, je sais bien que tes ouvrages sont très intelligents, répliqua Miss Marple, mais crois-tu vraiment que les gens sont aussi déplaisants que tu les dépeins? Ma chère tante, gardez vos illusions, que Dieu me garde de les détruire en aucune façon. À mon sens, corrigea Miss Marple, qui plissa un peu le front en comptant les mailles de son tricot, la plupart des gens ne sont ni bons ni mauvais, mais tout simplement, vois-tu, très bêtes. Mr. Petherick tout sauta à nouveau. Ne pensez-vous pas, Raymond, que vous accordez trop d'importance à l'imagination? Comme tout homme de loi ne le sait que trop, l'imagination est une chose très dangereuse. Être capable de déceler avec impartialité une preuve, d'appréhender les faits et considérer comme des faits, cela me semble la seule méthode logique pour arriver à la vérité, et la seule qui réussisse, comme mon expérience m'autorise à le préciser. « Oh !» s'exclama Joyce en renversant la tête dans un mouvement d'indignation. « Je parie que je vous battrai tous à ce jeu. Je suis non seulement une femme, et vous aurez beau dire, les femmes ont une intuition que les hommes n'ont pas, mais je suis aussi une artiste. Je perçois des choses qui vous échappent, et en tant qu'artiste, je suis également entré en contact avec des gens de toutes sortes, de toutes conditions. Je connais la vie beaucoup mieux que ne peut la connaître notre chère Miss Marple. « N'en suis pas sûr, ma chère, répondit Miss Marple. Il arrive souvent des choses pénibles et douloureuses dans un village. » Puis-je placer un mot demanda le révérend Pender en souriant. Je sais que de nos jours, il est de bon ton de dénigrer le clergé, mais nous entendons des choses, nous connaissons des aspects de la nature humaine qui restent hermétiquement fermés au monde extérieur. Ma foi, intervint Joyce, il me semble que nous formons une assemblée assez représentative. Si nous fondions un club, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi? Pourquoi pas le baptiser le club du mardi? Il se réunirait chaque semaine et à tour de rôle, chacun de ses membres proposerait un problème, un mystère dont il aurait eu personnellement connaissance et dont bien sûr il détiendrait la solution. Voyons, combien sommes-nous? 1, 2, 3, 4... Vous m'oubliez, ma chère, déclara Miss Marple avec un grand sourire. Joyce fut légèrement déconcertée, mais elle réagit rapidement. « Oh, ce serait merveilleux, Miss Marple. Je ne pensais pas que vous auriez eu envie de jouer. »« Je crois au contraire que cela peut être très intéressant, surtout avec tant d'hommes aussi intelligents, » répliqua Miss Marple. « Je crains de ne pas être très intelligente moi-même, mais à vivre pendant tant d'années à Sainte-Marie-Maid, j'ai fini par avoir une idée de la nature humaine. » « Non, je suis certain que votre collaboration nous sera très précieuse, » déclara courtoisement Sir Henry. « Alors, qui commence » demanda Joyce. « Je pense que cela ne fait pas de doute, » répliqua le révérend Pender, « puisque nous avons la très grande chance de compter parmi nous un homme aussi éminent que Sir Henry. » Il ne termina pas sa phrase et adressa à Sir Henry un salut courtois. Celui-ci resta silencieux quelques instants, puis il poussa un soupir, croisa les jambes et finit par dire « Il est difficile de trouver exactement le genre d'histoire que vous désirez, mais je crois qu'il me revient un cas qui remplit assez bien ces conditions. Vous en avez peut-être eu connaissance par les journaux il y a environ 1 an. Cette affaire avait été classée parmi les mystères non éclaircis, mais il se trouve que depuis quelques jours, j'en tiens la solution. Les faits sont très simples. 3 personnes partagent un repas comprenant, entre autres, du homard en conserve. Dans le courant de la soirée, toutes les 3 sont prises de malaise et font venir un médecin à la hâte. 2 d'entre elles en réchappent, la 3e en meurt. « Ah !» fit Raymond d'un air approbateur. Comme je vous le disais, les faits eux-mêmes sont très simples. Le décès fut attribué à un empoisonnement par la ptomaïne. Le certificat fut établi en conséquence et la victime fut enterrée. Toutefois, les choses n'en restèrent pas là. Miss Marple hocha la tête. On a commencé à jaser, je suppose. C'est ce qui se passe d'habitude. Je dois maintenant vous décrire les acteurs de ce drame. Baptisons le mari et la femme, Mr. and Mrs. Jones, et la demoiselle de compagnie de cette dernière, Miss Clark. Mr. Jones était représentant pour une fabrique de produits chimiques, plutôt beau, mais dans le genre grossier et rougeau. Il devait avoir la 50aine. Sa femme avait dans les 45 ans et était tout à fait quelconque.
Quant à Miss Clark, c'était une femme d'une 60aine d'années, joviale, bien en chair, au visage rubicond. Comme vous voyez, aucun n'était bien intéressant. Les ennuis ont commencé de façon très bizarre. Mr. Jones avait passé la nuit précédente dans un petit hôtel de voyageurs de commerce à Birmingham. Il se trouva qu'on avait mis du buvard propre dans le sous-main ce jour-là, et que la femme de chambre, n'ayant apparemment rien de mieux à faire, s'amusa à le déchiffrer dans un miroir juste après que Mr. Jones eut écrit une lettre. Quelques jours plus tard, les journaux signalaient la mort de Mrs. Jones après l'absorption de homards en conserve, et la femme de chambre confiait alors à d'autres membres du personnel ce qu'elle avait lu sur le buvard. « Entièrement dépendant de ma femme, lorsqu'elle sera morte, je... » des 1000 et des 100. Vous vous souvenez peut-être que peu de temps auparavant, une femme avait été empoisonnée par son époux. Il n'en fallait pas beaucoup pour enflammer l'imagination des femmes de chambre. Mr. Jones aurait prémédité de se débarrasser de son épouse afin d'hériter de centaines de milliers de livres. Or, il se trouva que l'une des femmes de chambre avait des cousins dans la bourgade où vivaient les Jones. Elle leur écrivit et ils lui répondirent. Mr. Jones semblait fortement s'intéresser à la fille du médecin, une jolie jeune femme de 33 ans. Les ragots commencèrent à courir. Une pétition fut adressée au ministère de l'Intérieur. Scotland Yard reçut de nombreuses lettres anonymes accusant Mr. Jones d'avoir assassiné son épouse. Je dois dire que pas un instant nous n'y vîmes autre chose que des commérages. Néanmoins, afin de calmer l'opinion publique, ordre fut donné de procéder à l'exhumation du corps. Ce fut une de ces affaires où la rumeur populaire, qui n'était fondée sur rien de solide, se trouva curieusement justifiée. L'autopsie révéla que le corps en renfermait assez d'arsenic pour permettre d'établir que la défunte avait effectivement été empoisonnée. Il incomba dès lors à Scotland Yard de prouver, avec l'aide de la police locale, comment et par qui l'arsenic avait été administré. « Ah, fit Joyce, cela me plaît beaucoup. Voilà du concret. » Les soupçons se portèrent naturellement sur le mari. Il tirait un bénéfice de la mort de sa femme. Non pas des 1000 et des 100, mais 8000 livres, une somme non négligeable. Mis à part son salaire, il ne jouissait d'aucun revenu personnel, et c'était quelqu'un de très dépensier, qui avait un penchant pour la compagnie des femmes. Aussi discrètement que possible, Scotland Yard tenta d'élucider les rumeurs lui attribuant une liaison avec la fille du médecin, mais il apparut qu'après avoir été très lié, il s'était brouillé brusquement 2 mois auparavant, et ne s'était pas revu depuis. Quant au médecin, l'homme d'un certain âge et au-dessus de tout soupçon, il fut abasourdi en apprenant le résultat de l'autopsie. Appelé aux alentours de minuit, il avait trouvé 3 personnes indisposées. Mesurant aussitôt la gravité de l'état de Mrs. Jones, il avait envoyé chercher au dispensaire des pilules opiacées pour alléger ses souffrances. Cependant, en dépit de ses efforts, la malheureuse avait succombé sans qu'il l'ait un instant soupçonné quoi que ce soit. Il était convaincu que sa mort était due à une forme de botulisme. Le dîner s'était composé d'un homard en conserve, salade, fromage, pain et pudding. Par malheur, le homard avait été mangé jusqu'à la dernière miette et la boîte de conserve jetée aux ordures. Il avait interrogé la jeune bonne Gladys Lynch, non sans peine, car elle était bouleversée, agitée et larmoyante. Mais elle n'avait pas cessé de répéter que la boîte n'était pas ballonnée et que le homard lui avait paru tout à fait bien. Tels étaient les faits sur lesquels nous devions nous appuyer. Sir Jones avait administré de l'arsenic à son épouse. Il paraissait clair qu'il ne l'avait pas mis dans ce qu'il avait mangé au dîner, puisqu'ils l'avaient tous partagé. Sans compter, autre détail, que Jones était rentré de Birmingham comme on mettait la soupe sur la table, si bien qu'il n'avait pas eu la possibilité de tripatouiller la nourriture à l'avance. « Et la demoiselle de compagnie ?» demanda Joyce, la grosse dame à l'air jovial. Sir Henry hocha la tête. « Nous n'avons pas oublié Miss Clark, je peux vous l'assurer. Mais quel aurait été son mobile? Non seulement Mrs. Jones ne lui léguait rien, mais sa mort la contraignait même à chercher un autre emploi. »
Cela semble bien la disculper, remarqua Joyce, songeuse. Sur ces entrefaites, l'un de mes inspecteurs découvrit un fait intéressant, poursuivit Sir Henry. Ce soir-là, après le souper, Mr. Jones était descendu à la cuisine et avait demandé un bol de maïzena pour son épouse qui ne se sentait pas bien. Il avait attendu sur place que Gladys Lynch les préparait et l'avait monté lui-même à sa femme dans sa chambre, ce qui, je le reconnais, paraissait mettre un terme à l'affaire. Le notaire hocha la tête. Il avait le mobile, fit-il en comptant sur ses doigts, l'occasion et en tant que représentant en produits pharmaceutiques, l'accès facile au poison. Et une fibre morale fragile, ajouta le pasteur. Raymond West regardait fixement Sir Henry. « Il y a une entourloupette quelque part, dit-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Sir Henry eut un sourire désabusé. « Ah, c'est le côté fâcheux de l'affaire. Jusque-là, tout avait marché comme sur des roulettes, mais nous sommes tombés sur un os. Jones ne fut pas arrêté car, au cours de son interrogatoire, il apparut que c'était Miss Clark et non Mrs. Jones qui avait avalé toute la maïzena. Miss Clark était entrée dans la chambre de Mrs. Jones, comme à son habitude. Mrs. Jones était au lit, avec le bol de maïzena à côté d'elle. « Je ne me sens vraiment pas bien, Milly, lui avait-elle dit. Je l'ai cherché sans doute en mangeant du homard ce soir. J'ai demandé à Albert d'aller me chercher un bol de maïzena, mais maintenant je n'en ai plus envie. » « Dommage, fit Miss Clark, d'autant plus que cette maïzena a l'air bien belle, sans un grumeau. Gladys est vraiment une bonne cuisinière. Il y a bien peu de filles de nos jours capables de préparer une maïzena pareille. Moi, elle me fait bien envie. J'ai une de ses fins. »« Rien d'étonnant avec toutes vos idioties, remarqua Mrs. Jones. Je dois préciser, déclara Sir Henry en interrompant son récit, que Miss Clark, inquiète de voir qu'elle prenait toujours plus de poids, suivait un régime amaigrissant. « Cela ne vous vaudra rien, Milly, rien de rien, remarqua Mrs. Jones. Si le Seigneur vous a fait bien en chair, c'est qu'il vous veut bien en chair. Avalez donc cette maïzena, ça vous fera le plus grand bien. » Miss Clark s'y appliqua aussitôt et finit même le bol. Comme vous voyez, cela réduit à néant l'accusation contre le mari. Prié d'expliquer ce qui était inscrit sur le buvard, il s'en tira assez facilement. Cette lettre, d'après lui, était une réponse à une demande d'argent que lui avait adressée son frère établi en Australie. Il lui écrivait qu'il était entièrement dépendant de sa femme, que lorsqu'elle serait morte, et lui en possession de l'argent, il lui viendrait en aide. Il regrettait de ne pouvoir le faire, mais lui faisait remarquer qu'il y avait des centaines de milliers de gens dans la même situation que lui. En conséquence de quoi, l'accusation s'écroula, suggéra le révérend Pender. En conséquence de quoi, l'accusation s'écroula, répéta gravement Sir Henry. On ne pouvait pas arrêter Jones sans rien pour l'étayer. « Et c'est tout ?» demanda Joyce au bout d'un instant de silence. « On en était là l'année dernière. Mais maintenant, Scotland Yard tient la solution. Vous aurez sans doute l'occasion de la lire d'ici 2 ou 3 jours dans les journaux. »« La solution ?» répéta pensivement Joyce. « Je me demande... Donnons-nous 5 minutes de réflexion avant de parler. » Raymond West hocha la tête et regarda sa montre. Quand les 5 minutes furent écoulées, il fit signe au révérend Pender. « Voulez-vous commencer ?» demanda-t-il. « Je dois avouer que je suis tout à fait déconcerté. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le mari doit être le coupable, mais comment s'y est-il pris? Je ne le vois pas. Je peux seulement m'avancer qu'il lui a administré le poison par une voie nouvelle, bien que, dans ce cas, je me demande comment on a pu le découvrir si longtemps après. »« Joyce ? » ?»« C'est la demoiselle de compagnie, » affirma la jeune femme. « Sans aucun doute la demoiselle de compagnie. Son mobile ? Mais ce n'était pas parce qu'elle était vieille, grosse et laide qu'elle ne pouvait pas être amoureuse de Jones. Elle pouvait aussi haïr son épouse pour d'autres raisons. Songez à ce que doit être la vie d'une demoiselle de compagnie obligée de se montrer perpétuellement aimable et docile, de se retenir de tout ravaler. Un beau jour, n'y tenant plus, elle la tue. Elle a probablement mis l'arsenic dans la maïzena et a menti en racontant qu'elle l'avait mangé. Le notaire joignit le bout des doigts. Sur ces simples faits, je ne saurais me prononcer.
Mais vous devez le faire, Mr. Petherick, fit Joyce. Vous ne pouvez pas réserver votre jugement sans préjudice comme au tribunal. Vous devez jouer le jeu. En ce qui concerne les faits, il n'y a rien à dire. À mon avis, ayant vu hélas trop d'affaires de ce genre, le mari est coupable. La seule explication, en accord avec les faits, serait que pour une raison ou une autre, il ait été délibérément couvert par Miss Clark. Il pouvait y avoir entre eux un arrangement financier. Comprenant, lui, qu'il serait suspecté et prévoyant, elle avait un avenir misérable. Ils ont pu tomber d'accord pour qu'elle raconte cette histoire de Maïzena, moyennant une contrepartie substantielle. Si c'est le cas, c'est tout à fait illégal. Oui, tout à fait illégal. Je ne suis d'accord avec aucun de vous, déclara Raymond. Vous avez négligé le facteur primordial en l'affaire, la fille du docteur. Le homard en conserve était avarié, ce qui explique les symptômes d'empoisonnement. On appelle le médecin, il trouve Mrs. Jones qui a consommé plus de homard que les autres, très souffrante, et il envoie, comme vous nous l'avez dit, chercher des pilules opiacées. Il n'y va pas lui-même, il envoie quelqu'un qui va remettre les pilules d'opium au messager. Sa fille, évidemment. C'est sans doute elle qui prépare les médicaments pour lui. Elle est amoureuse de Jones et à ce moment-là, ses plus bas instincts se réveillent. Elle se rend compte qu'elle tient entre ses mains le moyen de lui rendre sa liberté. Les pilules qu'elle lui envoie contiennent de l'arsenic blanc pur. Voilà ma solution. Et maintenant, Sir Henry, dites-nous ce qui s'est passé, s'écria Joyce impatiente. Un instant, déclara Sir Henry. Miss Marple n'a encore rien dit. Miss Marple secoua tristement la tête. Oh mon Dieu, j'ai encore laissé tomber une maille. Cette histoire était si intéressante. Une histoire triste, oui, bien triste. Ça m'a rappelé le vieux monsieur Hargraves, qui vivait non loin de chez nous. Son épouse n'avait jamais eu le moindre soupçon jusqu'au jour où il est mort, léguant toute sa fortune à une femme dont il avait eu 5 enfants. Elle avait été par le passé domestique chez eux. Une si gentille fille avait l'habitude de dire Mrs. Hargraves. On pouvait absolument compter sur elle pour retourner les matelas tous les jours, sauf le vendredi, évidemment. Eh bien, le vieux Hargraves l'avait installée dans une maison des environs. Ce qui ne l'empêchait pas de continuer à assumer ses fonctions de bedeau et de faire la quête tous les dimanches. « Ma chère tante Jane, dit Raymond, un peu agacé, qu'est-ce que feu Mr. Hargraves à voir avec cette affaire ?» Cette histoire m'a immédiatement fait penser à lui, répliqua Miss Marple. Les faits sont tellement semblables, non? J'imagine que la fille a avoué maintenant, et c'est ainsi que vous l'avez appris, n'est-ce pas, Sir Henry? Quelle fille? Demanda Raymond. Ma chère tante, de qui diable parlez-vous? De cette pauvre Gladys Lynch, bien entendu. Celle qui était si agitée quand le médecin l'a interrogée. Il y avait de quoi, pauvre petite. J'espère que cet abominable Jones sera pendu pour avoir fait d'elle une meurtrière. Je suppose qu'ils la pendront aussi, l'infortunée créature. Je crains, Miss Marple, que vous n'ayez pas bien saisi, intervint Mr. Petherick. Mais Miss Marple secouait obstinément la tête en regardant Sir Henry. « J'ai raison, n'est-ce pas ?» Cela me semble si évident. Des mille et des cents, le pudding, je veux dire, ça ne peut pas tromper. « Qu'entendez-vous par le pudding et des mille et des cents ?» s'exclama Raymond. Sa tante se tourna vers lui. « Les cuisinières mettent presque toujours des mille et des cents dans le pudding, mon cher. C'est ainsi qu'on appelle ces petits vermicelles de sucre rose et blanc. Bien entendu, quand j'ai appris qu'ils avaient eu du pudding au dîner et que le mari avait écrit une lettre à propos de centaines et de milliers, j'ai tout naturellement fait le rapprochement. C'est là que se trouvait l'arsenic, dans les vermicelles. Il les avait remis à la gamine en lui demandant d'en saupoudrer le pudding. « C'est impossible, s'écria aussitôt Joyce, ils en ont mangé tous les trois. »« Oh non, répliqua Miss Marple. Miss Clark suivait un régime, ne l'oubliez pas. Vous ne mangez pas de pudding quand vous êtes au régime, et j'imagine que Jones avait pris soin de laisser les vermicelles sur le bord de son assiette. L'idée était vicieuse, mais ingénieuse. » Les regards de tous les autres convergèrent vers Sir Henry. « C'est très curieux, déclara lentement celui-ci, mais
Il se trouve que Miss Marple avait mis le doigt sur la vérité. Jones avait mis Gladys dans une situation intéressante, comme on dit. Elle était au bord du désespoir. Désireux de se débarrasser de sa femme, il avait promis à Gladys de l'épouser quand elle serait morte. Il avait empoisonné les centaines et les milliers et lui avait remis en lui expliquant comment les utiliser. Gladys Lynch est décédée il y a une semaine. Son enfant était mort-né et Jones l'avait abandonnée pour une autre. Avant de mourir, elle avait avoué la vérité. « Ma foi, tante Jane, déclara Raymond après un silence, un point pour vous. Ah, je n'arrive pas encore à comprendre comment vous avez pu tomber sur la vérité. Je n'aurais jamais pensé que la petite bonne pouvait être impliquée dans cette affaire. Non, mon cher, parce que tu ne connais pas la vie comme moi. Un homme comme ce Jones, grossier et jovial. Dès que j'ai entendu qu'il y avait une jolie fille dans la maison, j'ai compris qu'il ne pouvait pas l'avoir laissée tranquille. Tout cela est bien triste et douloureux, mais c'est pas un sujet de conversation très agréable. Je ne peux pas vous dire le choc que cela a été pour Mrs. Hargraves et la stupeur dans laquelle le village était plongé.